Le visa Schengen ou alors le visa visiteur, si on veut sortir de l'Europe, c'est la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 secrets infaillibles qui vont te permettre d'avoir ton visa Schengen ou alors ton visa visiteur pour l'année 2024 ou même 2025. Donc regardez cette vidéo parce que je peux te garantir que le troisième secret que je vais partager ici est pour moi le plus important. Je dis bien, c'est le plus important. Donc tu as intérêt à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que progressivement, je vais te donner un certain nombre d'informations qui feront en sorte que lorsque tu vas engager ta procédure de demande de visa Schengen, tu sauras exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, dans cette vidéo, moi, je vais beaucoup plus te dire ce qu'il ne faut pas faire, parce que si tu fais ces choses-là, je connais déjà comment ce qui va se passer, parce que beaucoup de personnes m'ont déjà contacté, et chez ces personnes-là, je vois généralement les mêmes erreurs. Parfois, quand quelqu'un m'écrit rien que par son premier message, je sais déjà exactement où ça n'a pas marché. Je sais déjà exactement où ça n'a pas marché, et je sais que si cette personne en avait écrit, si cette personne avait décidé juste de payer peut-être juste la consultation chez nous, nous lui aurions dit, ok, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et on aurait forcément optimisé son dossier. Alors, si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Parlons Voyage, c'est la chaîne YouTube de l'entreprise Diaspo Placement Consulting, installée à Yaoundé. Et à partir de là, nous déroulons une palette de services, notamment l'accompagnement voyage et les cours de langue. Très bientôt, nous serons dans la ville de Douala et on espère justement que de ce côté-là, nous serons très chaleureusement accueillis. Voilà, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça ne te coûte absolument rien du tout. Une seconde, on s'arrête. Tu es déjà abonné, merci. Voilà. Donc à la fin, n'hésite pas aussi à nous laisser un commentaire et surtout, n'hésite pas à nous dire ce que toi tu penses des gens qui, lorsqu'ils arrivent en Europe, ils décident d'entrer dans le Sissoko, comme on dit au Cameroun. Ils décident de fuir, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je suis sûr d'une chose, au cours des 15 prochaines minutes, ce que tu vas entendre ici est presque inédit parce que ce sont des informations que nous gardons généralement pour les coachings payants que nous réservons aux gens qui nous contactent et qui acceptent justement d'acheter nos services. L'une des erreurs que je vois généralement sur les refus des visas résulte du fait que, selon moi, beaucoup de personnes ne connaissent pas le visa Schengen. La première question que tu dois te poser, c'est lorsque tu décides de demander un visa Schengen, c'est-à-dire un visa visiteur, il faut d'abord le connaître. Le visa Schengen, c'est un visa visiteur. Dans tous les pays au monde, il y a les visas visiteurs qui sont des visas de maximum 90 jours et des visas long séjour qui sont, bon, pour l'espace Schengen, des visas nationaux. Et généralement, jusqu'à 3 semaines, donc jusqu'à 3 mois, donc 90 jours jusqu'à 90 jours, lorsque tu décides de voyager, tu n'as pas le droit, par exemple, de travailler. Pour ce qui est de l'espace Schengen, par exemple, quiconque demande un visa Schengen obtient un visa C, je dis bien un visa catégorie C. Et l'une des particularités de ces visas-là, comme je le disais, c'est que déjà, ça ne te permet pas de travailler. Donc, si tu arrives en Europe avec ces visas, tu ne pourras pas travailler officiellement. Bon, sauf s'il y a sauf si tu bénéficies quand même de certains des cas particuliers. Par exemple, comme les artistes qui arrivent pour les concerts avec peut-être un visa d'1 mois. Là, c'est complètement différent parce que voilà, c'est un artiste, il arrive pour les concerts et dans le cadre de ces concerts-là, quel que soit d'une manière ou d'une autre, il va gagner de l'argent. Et bon, généralement aussi, ce sont des concerts qui sont même organisés par des structures basées déjà en Europe. Et donc, du coup, voilà, l'argent n'est peut-être pas généralement payé en Europe, mais plutôt dans le pays d'origine de cet artiste-là. Mais bon, on va mettre ça de côté. Donc, comme je disais, c'est un visa qui ne te donne pas l'autorisation de travail. De 1. C'est un visa, lorsque tu as le visa C, c'est un visa qui n'est pas prolongeable. Donc, si tu entres par exemple en Europe
avec un visa C, tu ne pourras pas le prolonger. Tu ne pourras le prolonger que dans certains cas particuliers. Il faut vraiment que ce soit des cas extrêmes. Par exemple, pour des raisons médicales. Pour des raisons médicales avérées, tu peux décider, on peut exceptionnellement prolonger ton visa Schengen, c'est-à-dire ton visa visiteur. Ou alors, on peut, dans le cadre, c'est-à-dire si tu obtiens un visa visiteur et que tu fais une demande d'asile, tu peux maintenant passer du statut de visiteur au statut de réfugié. Et au cas où tu deviens donc un réfugié, ça peut être quoi? Un réfugié politique, un réfugié climatique ou je ne sais pas trop, dans le cadre où il est prouvé que dans ton pays d'origine, ta vie est en danger de ce côté-là, alors on peut te donner un visa. Donc, du moins, on peut te permettre de passer d'un séjour à un autre et donc de pouvoir le faire. Donc, beaucoup de personnes, justement, lorsqu'ils arrivent ou bien elles arrivent en Europe et qu'avec leur visa et qu'ils veulent le prolonger, ils sont justement butés à ça parce qu'ils ne savent pas déjà comment ça se passe. Ils ne sont généralement pas au courant qu'on ne peut pas prolonger ce visa-là parce que pour eux, dans leur tête, c'est quoi? C'est que j'arrive en Europe avec un visa de peut-être 2 mois. Une fois que je suis sur place, je décide par exemple donc de quitter de ce visa 2 mois-là à un visa étudiant. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas quitter d'un visa étudiant, d'un visa visiteur pour un visa étudiant. On va te demander de rentrer dans ton pays, de faire une nouvelle demande de visa, cette fois-ci un visa étudiant. Et donc de revenir par exemple en Allemagne avec ces visas pour pouvoir venir travailler. Donc ça c'est la première des choses que je dois savoir. C'est-à-dire que tu dois d'abord connaître en soi le visa en question. À partir du moment où tu le connais, tu sais aussi exactement ce que tu ne dois pas aller, par exemple, dire là-bas dedans. Et donc, il y a tout un tas de pièges dans lesquels tu ne vas pas tomber. Pourtant, te parler des pièges, c'est le point que nous allons aborder dans la suite de la vidéo. Quand tu fais une demande de visa Schengen, le jour de ton rendez-vous, on va par exemple te poser la question de savoir qu'est-ce que tu pars faire, par exemple en Allemagne ou en Espagne. Qu'est-ce que tu pars faire là-bas? Ça va durer combien de temps? Tu vas habiter où? Comment est-ce que ton voyage est financé? Tu dois maîtriser toutes ces réponses-là au bout des doigts. Et c'est par exemple aussi l'un des objectifs du programme de coaching que nous proposons, qui permet en sorte que nous enseignons avec toi, nous te préparons pour cet entretien-là, de telle sorte que tes réponses soient naturelles. L'une des erreurs que beaucoup de personnes commettent justement ici, c'est de prendre des réponses préconçues à gauche à droite et de les coller sur eux. Sauf que quelqu'un qui demande un visa, par exemple, d'1 mois pour aller rendre visite à sa fille, à son oncle, à sa tante, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui demande, par exemple, un visa d'1 mois dans le cadre, je ne sais pas, d'un séminaire ou d'une formation quelconque ou je ne sais pas trop. Donc forcément, vous ne pouvez pas, même si vous avez le même âge, ou je ne sais pas, même si vous êtes de la même famille, vous ne pouvez pas avoir le même dossier, vous ne pouvez pas avoir les mêmes réponses, vous ne pouvez donc pas avoir la même préparation. Chacun doit avoir la préparation en fonction de son dossier. Comme tu pars là, tu vas habiter où? Est-ce que tu vas rentrer après? Quelles sont les garanties que tu donnes? Et donc, dans la dernière partie de cette vidéo, je vais te donner des secrets sur comment optimiser ton dossier. C'est-à-dire s'il y a des failles à gauche à droite, je vais te montrer comment tu peux faire. Et puis bon, voilà, là on va vraiment rester sur les conseils les plus génériques possibles. Mais comme je dis toujours, les dossiers de visa, c'est au cas par cas. À chacun son profil, à chacun sa situation. Et donc, c'est à chacun ses solutions. Mais il y a quand même des solutions qu'on pourrait appeler des sortes de clés universelles, si je peux appeler ça comme ça. Donc, beaucoup de personnes, malheureusement, ne savent, par exemple, lorsqu'on te demande, par exemple, comme tu pars là, tu pars où, tu commences à tituber, tu ne sais pas exactement, par exemple, le nom de la ville où tu pars. Si tu pars, par exemple, dans un festival, tu ne maîtrises même pas le nom du festival, tu ne sais pas qui est le promoteur de ce festival-là, tu n'as peut-être pas toutes les informations sous la main concernant, par exemple, ce que tu vas gagner, où est-ce que tu vas habiter, etc., etc. Tout ça, là, tu dois le maîtriser. Tu dois savoir exactement où tu vas, parce que sinon, tu vas arriver là-bas, on va commencer à te poser certaines questions, tu ne seras pas à même d'y répondre. Et si tu n'es pas à même d'y répondre, tu vas donc mettre en jeu la crédibilité de ton dossier. Et on ne peut pas seulement te refuser le visa en disant qu'on doute des véritables raisons pour lesquelles tu veux un visa. Ou alors tu veux un visa pour des raisons autres que celles que tu as mentionnées.
Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà contacté avec ce type de refus-là. Et ce sont justement des refus qui sont basés sur le fait que soit les documents que tu as donnés ne sont pas assez viables, ou alors ce que tu es parti dire le jour de ton entretien ne tenait pas la route. Et donc, du coup, ça a fait en sorte que on décide ça a fait en sorte qu'on décide, par exemple, de ne tout simplement pas te donner le visa. Tout simplement pas te donner le visa. Donc, tu dois maîtriser ton dossier. Tu dois savoir exactement où tu vas, ce que tu vas faire, combien de temps est-ce que tu vas y rester, etc. etc. Et l'un des dangers aussi, c'est est-ce que tu vas rentrer? Comment est-ce que tu peux prouver que tu vas rentrer? Quelles sont les preuves matérielles que tu as qui peuvent plus ou moins nous montrer que tu vas rentrer? C'est certainement la plus grande difficulté dans les dossiers visa visiteur ou alors visa Schengen, du moins visa visiteur en général ou visa Schengen spécifiquement pour ce qui est du cas de l'Europe. Comment optimiser son dossier? Comment combler plus ou moins les failles qui sont ça et là? Comment rafistoler? Comment remettre au bout de son profil? Je t'invite à rester encore sur la vidéo pendant environ 5 minutes pour bénéficier exclusivement du coaching visa de Parlons Voyage. Comment optimiser son dossier? La première des choses, c'est, comme je dis toujours, peu importe la catégorie des visas, ton dossier, il doit être complet. Ton dossier doit être complet. Si ton dossier n'est pas complet, on ne va pas te donner le visa. Et voilà, c'est la première règle. Pour optimiser ton dossier, il doit être complet. Et quand je dis être complet, c'est parce que si tu veux venir par exemple en Europe dans le cadre d'une visite ou je ne sais pas trop, et qu'il te faut par exemple une lettre d'invitation, il te faut cette lettre d'invitation. Tu dois être capable de prouver que tu as suffisamment de revenus pour assurer ton séjour. Quand je parle de revenus, je parle notamment par exemple si tu viens pour rendre par exemple des visites à ta fille ou à ton père ou à ta tante ou à ton mari ou à ta femme qui vivent quelque part ici dans l'espace Schengen, alors il faudra que la personne en question te signe dans le meilleur des cas une prise en charge. Une déclaration de prise en charge d'un pays à un autre, d'une mairie à une autre, ou alors d'une région à une autre. Donc, pour ceux qui sont en Allemagne, les conditions elles changent généralement. Dans certains pays, on va par exemple vous dire qu'il faut peut-être déposer une caution de 2 000 euros ou de 5 000 euros. Comme ça, là, lorsqu'on prouve que la personne est rentrée, notamment avec la preuve que la personne a embarqué pour son vol retour, on vous restitue votre argent, par exemple. J'ai déjà, par exemple, fait ce genre de cas. Donc, quel que soit X, vous devez avoir ce document-là. C'est un document quand même qui prouve que vous allez voyager. Du moins, que vous allez plus ou moins, que vous n'allez pas dormir souvent quand vous allez arriver. Maintenant, vous qui demandez le visa, parce que ça, il y a des documents que la personne qui est en Europe va plus ou moins vous fournir, notamment, bon voilà, il y a également aussi où vous allez dormir, etc., etc. Si la personne habite dans une maison suffisamment grande avec beaucoup plus d'espace, la personne peut vous héberger, chez elle. Au cas où ce n'est pas possible, au cas où la maison de la personne n'est pas grande, moi je vous suggérerais de prendre au moins, de faire une réservation d'hôtel. Il y a pas mal de réservations, il y a pas mal d'hôtels sur pas mal de sites internet, notamment Airbnb ou Booking.com, qui autorisent par exemple des annulations jusqu'à parfois 24 heures avant. Donc, ce qui fait que si votre voyage il est prévu pour le 10 février 2024 et que vous décidez par exemple, que vous passez par exemple à l'ambassade, je ne sais pas, le 5 novembre par exemple, vous faites tout simplement votre réservation à partir du 9 février, faites votre réservation peut-être à partir du 9 février ou à partir du 10 février, pourquoi pas, et comme ça la veille, vous pouvez l'annuler, ce qui fait en sorte que si vous avez par exemple fait votre demande le 5 novembre et qu'on vous répond par exemple au plus tard pour le 15 janvier, vous avez suffisamment le temps d'annuler simplement la demande qui a été faite. Si vous avez déjà le visa, on ne va pas venir retirer le visa parce que vous avez annulé. Parce que le site sur lequel vous allez annuler, c'est un site qui n'a pas de compte à rendre aux différentes ambassades. Le site ne sait même pas que vous avez déposé votre truc, la preuve des réservations dans telle ambassade, etc., etc. Ils savent juste que beaucoup de personnes ont besoin de ça pour les demandes de visa, mais ils ne peuvent pas véritablement, ils n'ont pas le droit de savoir exactement où est-ce que la demande a été faite. Mais je vous recommande par exemple, si vous faites par exemple cela, de ne pas annuler la réservation tant que votre procédure elle est en cours. Parce que si vous faites ça,
il peut arriver que les gens de l'ambassade ils décident de vérifier. Ils peuvent par exemple décider de vérifier si votre demande n'a pas été annulée. Si elle a été annulée, on peut refuser le visa en disant par exemple que votre logement n'est pas garanti et que vous avez menti dans le cadre de votre demande de visa en donnant des informations erronées, en disant que vous allez habiter d'hôtel dans un hôtel X, alors qu'en fait, votre réservation dans cet hôtel-là a déjà été annulée. Donc, il y a tous ces petits erreurs-là que beaucoup de personnes commettent malheureusement et qui peuvent parfois les rattraper. Donc, les gens, par exemple, qui décident de nous contacter, on s'assure quand même de ne pas commettre toutes ces erreurs-là. Ces informations que je donne sont des informations vraiment exclusives. Comme je dis, ce sont des informations exclusives. Ce sont des informations que nous hésitons généralement à partager, mais bon, on se dit que comme vous êtes nos abonnés privilégiés et tout, donc on va quand même les partager avec vous. Donc si tu n'es pas encore abonné, tu vas, après t'avoir donné autant d'informations aussi juteuses et aussi importantes que celle-ci, ça va être un abonnement. Ça va être quand même un abonnement. Maintenant, toi qui fais ta demande de visa, il y a également aussi tout un tas de choses que tu devrais faire sur ton profil. Quel est ton profil? Notamment quand je parle de ton profil, c'est qu'est-ce qui, quand tu regardes ton profil, peut nous permettre plus ou moins d'attester que tu vas rentrer dans ton pays. Lorsqu'on va te donner le visa, tu dois être capable plus ou moins de prouver aux gens de l'ambassade que tu vas rentrer dans ton pays, notamment. Tu as par exemple quel âge? Parce que si tu as par exemple 20 ans et que bon, voilà, tu demandes peut-être un visa pour aller rendre peut-être visite à ton frère, la tendance est qu'on peut facilement te le refuser en se disant qu'il n'y a rien qui t'attend dans ton pays par exemple. Maintenant, bon, si tu es quand même le fils d'un ministre et tout, ou d'un directeur général, ça aussi ça peut quand même changer la donne. Mais bon, tout le monde n'est pas le fils d'un ministre, tout le monde n'est pas le fils d'un directeur général, donc on doit absolument parler pour tout le monde. Donc, voilà. Maintenant, moi je dis toujours, si, par exemple, tu sais que tu veux demander peut-être un visa l'année prochaine, tu peux commencer à travailler sur un certain nombre de choses, notamment peut-être avoir déjà un compte bancaire aujourd'hui dans lequel tu vas commencer à faire un certain nombre de transactions pour que de l'argent circule à l'intérieur. Et de l'argent circule à l'intérieur de telle sorte que dans ton dossier de demande de visa, s'il faut par exemple mettre un relevé de compte, par exemple des 6 derniers mois, on voit quand même qu'au cours des 6 derniers mois, il y a eu tout un tas de transactions, il y a de l'argent qui a transité par ton compte bancaire, il y a eu une activité normale, c'est-à-dire l'argent est entré, ensuite tu as fait des achats à gauche, à droite, tu as acheté ci, tu as acheté ça, tu as fait des retraits. Bref, on voit comment l'argent bouge, parce que l'une des erreurs que certains commettent souvent, c'est quoi? C'est que lorsque ça demande des visas, lorsque ton rendez-vous pour la demande des visas, le rendez-vous pour la demande des visas est prévu par exemple une semaine avant, ils prennent peut-être 2 millions ou 5 millions, ils mettent dans leur compte et ensuite le jour après, juste après le rendez-vous, ils retirent cet argent-là. C'est idiot parce qu'en fait, on va voir que l'argent a été déposé. Alors qu'en fait, si progressivement tu avais commencé à faire des transactions de 100 000, 500 000, 1 million, 1,5 million qui transitent continuellement dans ton compte, là, tu as quand même aussi une certaine activité qui peut faire en sorte que lorsque tu arrives à l'ambassade, on peut par exemple prouver un certain nombre de choses. Maintenant, bon, peut-être j'ai parlé des gros montants, mais il faut quand même que de l'argent soit constant. Soit quand même constant bon, en fonction de ton profil. Est-ce que tu as par exemple une petite entreprise? Est-ce que tu as un commerce? Est-ce que tu as ci? Est-ce que tu as ça? Toutes ces choses-là font en sorte que voilà, tu peux commencer à mettre sur pied tout un tas de documents qui peuvent faire en sorte que tu trouves que tu vas rentrer, quoi, si je peux dire ça comme ça. Donc, on va te demander forcément là-bas, est-ce que tu vas rentrer? Il faut que tu sois capable de le prouver, il faut que tu sois capable de dire ce que tu vas venir faire, ce qui t'attend au Cameroun, ou au Gabon, ou en Côte d'Ivoire, ou au Sénégal, ou j'en passe. Et donc, du coup, il faut regarder tout ça. Donc, il faut garder les pieds sur terre et essayer de s'assurer que vous avez tous les éléments. Maintenant, comme je disais, malheureusement, cette vidéo ne suffirait pas pour donner tous les conseils nécessaires. Les demandes de visa, c'est au cas par cas. C'est chacun sa situation, c'est chacun son profil, donc c'est chacun ses besoins. Si tu as besoin d'un accompagnement précis, ponctuel et efficace pour ta demande de visa Schengen ou visiteur, n'hésite pas à nous contacter et nous serons ravis de mettre à ta disposition notre expertise et notre expérience. J'espère que tu as bien aimé la vidéo, j'espère que tu as regardé jusqu'à la fin et surtout dis-nous en commentaire ce que tu penses des gens qui, lorsqu'ils arrivent en Europe, ils disent qu'ils ne peuvent plus rentrer en enfer en Afrique.
Dis-nous ce que tu en penses et dis-nous si, par exemple, toi, on te donne un visa Schengen, est-ce que tu vas venir Cali? Ou alors, toi, tu vas décider bon, que tu rentres carrément chez toi, retrouver peut-être ta famille, tes amis, ton train-train quotidien normal que tu connais déjà. Donc voilà. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Vraiment, je l'ai dit peut-être 2 ou 3 ou 4 fois dans cette vidéo. N'hésite vraiment pas à t'abonner. N'hésite pas à partager la vidéo autour de toi avec les personnes qui sont intéressées par le type de contenu que nous proposons. Et n'hésite pas à liker. Et voilà, d'ici à notre prochaine vidéo, bien des choses à toi. Porte-toi bien. Ciao. Ciao.